Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce moment de discussion autour de l'entrée à l'école Camondo en première année via Parcoursup. Alors moi je suis Marguerite Iraghi, je suis la directrice de Camondo Méditerranée à Toulon, à l'école Camondo depuis de nombreuses années. Voilà. Et effectivement, je suis accompagnée par Béatrice Peyenwürth, qui est directrice applicative. Ce que je vais faire, c'est je vais partager avec vous un document, vous le commentez. Bien entendu, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau si vous en avez. Quoi qu'il arrive, on se garde un temps en fin de présentation pour répondre à vos questions, soit effectivement de vive voix si vous le souhaitez, soit via le chat si vous préférez. Donc, bienvenue, bienvenue à l'école Camondo. Donc, l'école Camondo, c'est une école, enfin, bon, j'imagine que la plupart d'entre vous, à ce stade de l'année, puisqu'on est déjà, ça y est, au mois de mars, avaient une petite idée des raisons pour lesquelles vous êtes ici ce soir. Donc, je vais essayer d'être un petit peu rapide sur les généralités, mais bon, quand même, ça, je pense qu'on peut se faire un petit rappel. Donc, c'est une école qui a 80 ans d'existence et qui fait partie des arts décoratifs. Donc les arts décoratifs, c'est le musée des arts décoratifs rue de Rivoli, le musée Nissim de Camondo près du parc Monceau, les ateliers du Carrousel qui sont des ateliers, on va dire, loisirs. Et donc l'école Camondo qui délivre en 5 ans un diplôme d'architecture intérieure et design qui est donc visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, conférant grade de master enfin, de niveau 7, ça c'est le RNCP, le Registre national des compétences professionnelles. Donc, ça me permet de dire que c'est une formation en 5 ans qui délivre un diplôme effectivement visé par le ministère et qui est aussi très professionnalisant, avec une visée vraiment enfin, pour permettre à nos étudiants de sortir avec vraiment un métier entre les mains. Alors, deux sites, effectivement, j'en suis le témoin, puisque historiquement, alors l'école a d'abord été effectivement dans les communs du musée Nissim de Camondo, a déménagé en 87 boulevard Raspail ou 266 boulevard Raspail, et à Toulon depuis 2019. Voilà, dans une volonté de diversification. Alors, je lis un petit peu en même temps. Voilà. C'est important de dire que c'est une école de site parce qu'on est, comme le diplôme est visé, hein, on suit. Enfin, ce que ça veut dire visé et conférant grade de master, ça veut dire que nous avons obtenu, nous sommes tenus de rendre régulièrement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche des dossiers qui nous permettent de cocher tous les attendus. euh, pour mériter, je dirais, cette reconnaissance, et que comme ce même diplôme est délivré sur les deux sites, nous travaillons main dans la main ensemble sur, par exemple, la carte de formation, enfin, quels sont les cours dispensés, à quel moment on apprend les outils numériques, etc. Donc, c'est vraiment deux sites évidemment très, très différents, mais un même ADN d'une part, et puis une même organisation des études d'autre part. Juste peut-être donc moi, je dirige Toulon, j'ai passé de très longues années à Camondo, Paris. Et on a aussi beaucoup d'enseignants qui sont issus de Camondo, aussi ici à Toulon. Alors c'est vrai que je disais que c'est une formation professionnalisante. Ça veut dire que la plupart des enseignants ont, outre leur métier de professeur, sont des praticiens hein, dans leur discipline, que ce soit l'architecture d'intérieur, l'architecture, le design, la scénographie, etc. Enfin, je ne lis pas tout ce qui est là, mais c'est important de comprendre que les personnes que vous avez en face de vous, étudiants, sont des personnes qui ont l'expérience d'une pratique professionnelle dans les métiers qu'ils vous enseignent. Alors, c'est une école de référence dans son domaine. C'est plusieurs choses. C'est à la fois, effectivement, ça.
son ancienneté, hein, qui l'ancre dans, enfin, qui lui donne, je dirais, l'expérience, une expérience qui est très éprouvée. C'est aussi un réseau. Enfin, et ça, c'est très important dans une école. Quand on intègre une école, hein, et c'est vrai que c'est important, et tu me corriges, Béatrice, si je dis une erreur, mais vous gardez votre adresse École Camondo ad vitam, hein, c'est-à-dire que vous devenez ensuite des alumni. Et ce que je dis à nos étudiants, hein, c'est qu'ils sont ensuite bienvenue à l'école. Quand ils le souhaitent, ils peuvent faire appel à nous parce qu'ils ont besoin d'un conseil, etc. Et ce sont aussi très souvent hein, des diplômés de l'école Camondo qui ont monté des structures qui proposent des stages puis des emplois à nos étudiants diplômés. Alors pas uniquement, mais c'est aussi malgré tout un réseau très important. Il y a effectivement le fait qu'on fasse partie de cette association Les Arts Décoratifs, dont fait partie le Musée des Arts Décoratifs, qui nous donne je dirais, un contexte culturel très sérieux et qui nous permet, notamment pour les étudiants de Paris, enfin en particulier pour les étudiants de Paris, d'aller par exemple prendre des cours de dessin au musée et de pouvoir bénéficier d'entrer dans comment dire, aux inaugurations, vernissages des expositions, etc. Alors, c'est un enseignement effectivement organisé sur 5 années, hein, puisqu'il confère un grade de master. J'y reviendrai peut-être après, ou je le dis maintenant, enfin c'est peut-être un peu en vrac, mais pourrez reposer des questions ensuite si vous avez besoin d'éclaircissement. Ça veut dire que vous pouvez avec ce grade, pour ceux qui le souhaitent, bon, c'est une minorité, mais continuer éventuellement en doctorat, hein. L'enseignement supérieur en France est organisé euh, en, en 3, 5 et 8, c'est-à-dire 3 ans, c'est la licence, 5 ans, c'est donc le master, et 8, bon, c'est le doctorat pour ceux qui le souhaitent. L'école Camano n'enseigne pas au niveau doctoral, mais les étudiants qui sont diplômés, ceux qui le souhaitent, peuvent voilà, poursuivre s'ils le souhaitent en université. On reviendra sur la question des crédits ECTS, qui est un peu une drôle de bestiole, mais enfin, l'enseignement supérieur, enfin, en Europe, pas juste en France, délivre chaque année un certain nombre de crédits. 60 crédits. Et ça, c'est vrai chez nous, c'est vrai à l'université. Et ça veut dire que vous avez c'est un peu comme une petite tirelire à points, où chaque année validée, vous engrangez ces points. Et ça veut dire que ce système, il a été mis en place pour permettre une forme d'équivalence et de passage possible d'une école à une autre. Bon, après, nous, là, vous êtes là pour rentrer à l'école Camondo, pas pour partir ailleurs, mais c'est quand même important de comprendre que vous pouvez rentrer en première année, vous pouvez aussi rentrer par équivalence dans une autre année. Admettons, là, vous êtes sur Parcoursup, que vous n'ayez pas tout de suite, et que Camondo soit votre premier vœu, mais que vous ne l'obteniez pas. Ce qui est possible, ça ne veut pas dire que tout s'arrête, ça veut dire que vous allez peut-être faire une première année ailleurs, mais que vous pourrez retenter, si vous obtenez vos crédits, de rentrer à Camondo peut-être en deuxième année ou en troisième année. Et donc, ces crédits ECTS, ça veut dire European Credit Transfer System. C'est-à-dire que c'est vraiment un système de crédit qui permet de reconnaître un niveau et qui permet éventuellement de partir dans une autre école à un autre moment. Moi, j'ai une étudiante l'année dernière qui voulait poursuivre en master au Politecnico de Milan, qui avait validé ces 3 années. Donc, il y avait 3 fois 6, 18, 180 crédits et qui était donc éligible à un concours d'entrée dans cette école, ce qu'elle a obtenu. À l'inverse, c'est aussi important de comprendre que nous ne pouvons, autant nous ne pouvons pas accueillir en première année des étudiants qui n'auraient pas leur baccalauréat, on ne peut pas accueillir en année supérieure des étudiants qui n'auraient pas leur crédit, les 60 crédits par année. C'est assez important à comprendre puisque dans d'autres écoles, on va dire privées, hein, puisque toutes les publiques répondent à cette même obligation hein, du ministère, une école privée qui ne délivrerait pas de crédit vous oblige à aller un peu jusqu'au bout ou de sortir un peu les mains vides. Voilà. Et ça m'est arrivé, moi, en tant que directrice, hein, d'avoir une maman désolée qui souhaitait que sa fille rentre à l'école, mais qui n'avait pas de crédit. Et j'avais, moi, quel que soit le niveau de cette jeune fille, je n'avais absolument pas le droit de la faire entrer à l'école en année supérieure.
Bon, donc ça, c'est voilà, c'est peut-être un détail enfin, c'est pas un détail, en fait, c'est extrêmement important. Bon, voilà, 5 ans, une pédagogie active, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que c'est une formation qui s'appuie largement sur le projet dans deux disciplines, l'architecture intérieure et le design. Nous, notre sujet d'étude, hein, c'est le cadre de vie à ces deux échelles, celle de l'espace et celle de l'objet, et avec donc ces deux ateliers en parallèle, donc un cursus assez copieux. Euh, et donc, effectivement, on apprend en faisant. Après, bien sûr, il y a aussi beaucoup d'enseignements de savoir, hein, d'histoire, sur les outils numériques. Il y a aussi des enseignements qui sont plutôt autour de pratiques, hein, en dessin, par exemple. Après, effectivement, on participe à beaucoup d'événements internationaux, on informe nos étudiants des concours et on a aussi des échanges Erasmus. Bon. Alors, l'enseignement s'organise en deux cycles, hein. Le premier, hein, c'est ce que je vous disais, le 3-5. Donc là, c'est les 3 premières années où il s'agit d'apprendre en architecture intérieure et en design à la fois effectivement les fondamentaux, c'est-à-dire un peu la boîte à outils, comment est-ce qu'on conçoit. Et c'est vrai que comme ce sont des études longues, c'est important de dire que il peut y avoir des études plus courtes, hein, par exemple un BTS. Moi, j'ai absolument rien contre les études courtes, hein, et ça peut convenir plus à certains profils, moins à d'autres. Et c'est vrai que en fait, pour je sais pas, aménager un studio, bon, on s'est dit il y a peut-être pas besoin de 5 ans d'études, hein. Vous seriez tous à peu près capables de me dire voilà, on va mettre le lit là, on va mettre une prise à gauche, une prise à droite, une lampe à gauche, une lampe à droite, pour pouvoir lire au lit et brancher son téléphone. Enfin bon. Mais au-delà de ça, c'est 5 ans parce que en fait, on, on enseigne aussi la conception pour être force de proposition. C'est-à-dire que dans beaucoup de projets, le client arrive une demande, on va toujours bien au-delà de sa demande, on va lui proposer des solutions auxquelles il n'a pas pensé lui-même. Et quelquefois le client n'a pas trop d'idées, mais quelquefois oui. Et on va vraiment discuter, remettre les choses en question, proposer d'autres choses. Enfin bon, et pour avoir, je dirais, cette agilité à analyser la situation et à faire des propositions, ça demande un certain temps. Et c'est vrai que c'est une formation qui est à la fois créative d'un côté, parce qu'il faut être créatif pour faire justement ces propositions, qu'elles soient d'agencement, de couleurs, de choix de matière, même de programme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on installe dans un lieu, et aussi assez technique, puisque on apprend tout le langage spécifique à nos métiers, hein, savoir dessiner des plans, des coupes, des axonométries, faire des images, des perspectives. Donc vraiment les outils qui sont propres à nos métiers. Donc voilà, c'est très copieux. Les 3 premières années sont l'enseignement du design et de l'architecture intérieure sont distincts, mais c'est pas un choix. Tous les étudiants font les deux, et on verra au deuxième cycle les deux se fusionnent, hein, pour faire pour aborder des sujets plus complexes. Au premier cycle, on travaille essentiellement. Alors, première année, c'est vraiment la boîte à outils, c'est-à-dire avec quoi est-ce qu'on transforme l'espace, c'est-à-dire d'identifier un certain nombre de variables. Évidemment, la lumière, les proportions, la matière, le rythme, les pleins, les vides. Enfin bon, donc c'est assez théorique. En deuxième année, on aborde vraiment la question du logement, de l'habitat. Alors l'habitat, hein, ça peut être plein de choses. C'est effectivement les beaux appartements qu'on voit dans les revues sur papier glacé, mais ça peut aussi être l'habitat d'urgence ou je sais pas quoi, les tiny house ou l'habitat transgénérationnel, l'hôtellerie évidemment, hein, qui constitue un vrai marché, hein, pour les architectes d'intérieur. Donc ça, c'est plutôt en deuxième année. En troisième année, on est sur les espaces qui reçoivent du public. Donc on va vers une plus grande complexité, puisque là, il y a plus de normes, hein, sur les largeurs de passage, sur les sorties de secours, etc. Bon, ce qui fait partie aussi de l'enseignement, hein, c'est-à-dire de savoir, d'avoir un certain nombre de règles en tête, puis de savoir où chercher, où chercher celles qu'on n'a pas forcément en tête.
Voilà pour le premier cycle, avec bien sûr du dessin, de l'histoire, des outils numériques, de la communication visuelle, de l'anglais. Il y a des cours d'expérimentation qui vont être là plus qui sont moins sur le résultat, mais sur la démarche de recherche. Bon, tout ça est très, très copieux, très riche. Au deuxième cycle, donc à partir de la quatrième année, donc architecture intérieure et design fusionnent. Et là, on aborde des sujets plus complexes, hein, des programmes plus complexes. Juste pour vous faire vous expliquer très rapidement, mais c'est vrai qu'en architecture intérieure en particulier, il y a, comment dire, pour concevoir un projet, on va travailler sur le site lui-même, le lieu. Et on va apprendre, enfin, parce que, comme je vous le disais, hein, l'objectif, c'est de faire sortir des diplômés qui ont une vraie méthodologie de travail et qui sont en capacité d'aborder n'importe quel sujet, même si c'est sur des domaines qu'ils ne connaissent pas. J'ai l'habitude de donner en exemple parce que j'ai eu cette expérience-là moi-même, mais on peut travailler sur les espaces d'accueil d'un hôpital, par exemple. Ça ne veut pas dire que nous sommes des spécialistes du milieu hospitalier, mais on va se renseigner. Mais où, par exemple, j'ai aussi travaillé sur un palais de justice. Bon, ben voilà, c'est pareil, je ne suis pas une spécialiste de la justice en France, mais on va chercher ces renseignements-là. Donc, je reviens juste effectivement l'analyse d'un site, c'est-à-dire où est-ce qu'on va s'installer, quels sont les points forts, les points faibles du lieu, quel parti pris, enfin, quels sont les atouts qu'on a envie, sur lesquels on a envie de s'appuyer. Aussi, pour l'anecdote, je dis que ça m'est arrivé de visiter un lieu avec des étudiants, puisqu'on travaille la plupart du temps sur des sites réels, hein, qu'on va visiter. Et les étudiants me disaient, mais bon, mais c'est trop moche. Alors je disais, bah, écoutez, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a besoin de vous, besoin de nous. Donc, c'est-à-dire d'analyser les lieux en se disant, bah oui, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, le plafond est trop bas, c'est un peu sombre, dire, ah oui, mais il y a une petite perspective, là, avec une vue mer, c'est peut-être un truc qu'on pourrait exploiter, etc. Donc ça, c'est l'analyse du site pour voir comment on va pouvoir s'installer dedans. Effectivement, ce qu'on met dedans, c'est ce qu'on appelle le programme. Et on a beaucoup de sujets sur lesquels on a un programme qui est prédéfini. Par exemple, faire installer une école maternelle dans une ancienne usine de yaourt, je dis n'importe quoi. Ça, c'est donc le programme. On peut être nous-mêmes architectes d'intérieur, force de proposition, hein. Ça arrive dans les collectivités locales, par exemple, qu'une ville dise, bon, ben voilà, on a une vieille bastide ou enfin bon, un lieu qui est beau, bon, qui a besoin d'être rénové, mais on ne sait pas quoi mettre dedans. Donc nous, on est aussi capable, hein, de donner des idées. Et puis ensuite, il y a l'identité du client. Alors bon, après, ça peut être très variable, mais notamment pour tout ce qui est retail, hein, les espaces de vente, quand on travaille pour des marques. L'identité, elle est très importante. En général, la marque donne un brief et notre travail à nous, architectes d'intérieur, ça va être de transcrire dans l'espace les valeurs de cette marque. Je donne, par exemple, hein, enfin, si on fait une boutique pour Givenchy ou pour Pimki, on aura dans les deux cas une caisse, des portants pour mettre les robes, des étagères pour mettre les pulls, mais évidemment, on aura, alors pas forcément les mêmes moyens, mais surtout pas du tout la même histoire à raconter. Des cours électifs, bon, je m'appesantis pas trop là-dessus, mais bon, enfin, il y a en deuxième cycle, on a effectivement des choix de cours qui viennent un peu compléter, enfin, qui viennent ouvrir d'autres terrains d'études voilà, pour ouvrir un peu les chakras. On a envie de s'intéresser plus à la sociologie ou à la culture numérique ou etc. Bon, c'est des choix qui permettent de colorer un peu son parcours. Le cycle préparatoire, bon là c'est effectivement, je ne vais peut-être pas m'appesantir dessus, mais bon, c'est une année de préparation pour passer des concours ensuite. Bon, celui de Camondo, mais d'autres éventuellement.
Le Fab Lab. Alors là, on est plutôt sur les outils que propose l'école, hein. De quoi dispose-t-on? Alors, on a effectivement des ateliers, hein, dans les deux sites qui permettent de fabriquer des maquettes. Alors, des prototypes, j'aime pas trop dire prototypes parce que c'est à peine des prototypes, mais ça peut être des maquettes grandeur, enfin échelle 1, en maquette ou aussi en impression 3D, hein. On s'est mis, bon, et je sais qu'à Paris, on a aussi une découpe laser, ce que nous n'avons pas à Toulon. Mais bon, il y a des endroits où on peut le faire, où on envoie nos étudiants quand c'est nécessaire. Mais c'est vrai que ça me permet de dire que effectivement, c'est une formation où on est beaucoup dans la fabrication. C'est-à-dire il faut, comment dire, avoir. En fait, c'est très polyvalent. C'est-à-dire que, bien sûr, on est beaucoup sur nos ordinateurs à dessiner des plans enfin, sur AutoCAD, par exemple, à faire des images 3D avec des outils numériques, etc., y compris, hein, pour le design. Mais on demande aussi beaucoup de travail en maquette pour vérifier des proportions, pour tester un matériau. Là, on voit un morceau de maquette d'un comment dire d'un relief, hein, où va s'installer. Enfin, en plus, je vois tout à fait quel est ce projet. C'est un diplôme de l'année dernière, hein, où une jeune fille qui a eu son diplôme haut la main proposait une promenade, hein, dans un territoire près d'ici. Et donc, pour montrer effectivement quel était le trajet, voilà, il y a cette maquette de relief. Donc, il faut avoir un goût pour la manipulation, le bricolage. Ce que je dis très souvent aux étudiants, hein, le projet, c'est pas un problème et la course pour aller le plus vite possible vers la solution, c'est une démarche et dans laquelle on teste des choses, et y compris en volume. Enfin, je reviens sur la question du volume. C'est important pour vous qui êtes là en train de voir qu'est-ce que vous allez faire comme vœu, si c'est bien le bon endroit, etc. Il y a des disciplines créatives, enfin créatives, des métiers créatifs qui vont être en deux dimensions. Par exemple, si vous êtes graphiste, photographe, ou si vous voulez faire du jeu vidéo, vous êtes en 2D face soit à une feuille, à un écran, et vous pouvez être très créatif, aimer la couleur, etc. Vous êtes en 2D. Nous, on va dire que tous les métiers, enfin, styliste, scénographe, architecte d'intérieur, architecte, et même paysagiste, urbanisme, on travaille sur du volume. Et c'est assez important de bien faire enfin, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Nous, on a aussi des cours de communication visuelle, on en a même beaucoup, où on vous apprend aussi à manier les outils comme InDesign, Illustrator, Photoshop, hein, pour pouvoir mettre en œuvre, enfin en œuvre, pas en œuvre, en forme, présenter vos travaux. Mais c'est vrai que l'objet, hein, c'est de concevoir enfin, l'objectif, c'est d'être en capacité de concevoir des objets donc en 3D et des espaces qui sont forcément aussi en 3D. Et ça, c'est une nuance, enfin, c'est une nuance, c'est important de l'avoir bien en tête. À Paris, il y a Ouais, une c'est ça. très belle bibliothèque avec un nombre d'ouvrages. Alors bon, là, vous pouvez lire 15 000 ouvrages, 60 000 articles, 200 titres de périodiques, donc très fournis, très spécialisés, qui est vraiment de très grande qualité. C'est vraiment une bibliothèque de référence dans le domaine. On accueille quelquefois des chercheurs. Enfin bon. Bon, à Toulon, on est un petit peu moins bien lotis, mais on a quand même une bibliothèque, et le directeur de la bibliothèque de Paris qui s'occupe de nous et qui nous fait des sélections de titres appropriés en fonction des sujets que nous traitons, que je lui communique. Et on a aussi toute une partie enfin de bibliothèques en ligne auxquelles évidemment les étudiants à Toulon peuvent aussi avoir accès. Bon, les concours, bon, voilà, enfin, comme je vous le disais, hein, il y a beaucoup de concours, surtout pour le coup en design, enfin, dont on informe nos étudiants. On peut y participer. Là, je vois le concours SINA cette année à Toulon. Nos étudiants de troisième année ont participé au concours SINA dans le cadre de leur cours de design de troisième année. On en a d'ailleurs trois binômes qui sont sélectionnés.
On attend les résultats, enfin sélectionnés au niveau national, donc on est très très content. Mais quelquefois, enfin, on informe aussi nos étudiants qui peuvent enfin, répondre de manière indépendante. Par exemple, le AD Range Rover, c'était aussi avec l'école, mais à Paris. Voilà. Bon, mais on aime bien informer régulièrement nos étudiants de ce qui se passe. Alors certains, bon, sont déjà avec les cours, ils se disent bon, j'en ai, j'ai suffisamment. Puis certains qui sont très gourmands et qui, voilà, qui ont envie de tenter plein de choses. On peut en faire un de temps en temps, on peut en faire un en se mettant à plusieurs. Bon, c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe. Alors évidemment, en première année, on est un petit peu débutant, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais après, ça peut se faire. L'international, donc, alors on reste effectivement une référence à l'international, bon, surtout parce que donc le lien avec le musée, puis ce côté, comment dire, le art de vivre, de réputation hein, de l'art de vivre à la française, qui reste une vraie valeur, bon, reconnue et dont on est fier. On a des étudiants qui trouvent effectivement du travail à l'international. On a un certain nombre d'échanges Erasmus. Et puis, on a ouvert à Camondo Méditerranée, donc à Toulon, un cursus en anglais, un English track, en master, hein, en quatrième et cinquième année, pour les étudiants voilà, qui ont et le niveau d'anglais suffisant et envie de développer cet atout supplémentaire. On a beaucoup de partenaires, évidemment. Bon, c'est ce que je vous disais en termes de réseau. Enfin, enfin, j'insiste peut-être un peu, bon, mais c'est important de comprendre qu'en intégrant une école, enfin celle-ci comme d'autres, hein, c'est aussi une famille de contacts. Bon, l'Immobilier National, hein, par exemple, on les a accueillis la rentrée dernière pour une série de tables rondes. Enfin bon, c'est quand même pas n'importe quoi. Monoprix, on fait une collaboration. On a trois étudiants finalistes qui ont vu leur projet fabriqué et vendu par Monoprix, etc. Donc, et ça veut dire aussi que quand je vous disais qu'on est à Camondo, enfin, on peut faire appel à Camondo même après en être sorti. C'est vrai qu'un étudiant, alors on n'a pas un service dédié aux alumni, mais moi, un étudiant qui m'écrit en me disant, oh là là, bah là j'en ai un qui me dit, j'aimerais faire un stage à Montréal, est-ce que vous avez des contacts? Bon, bah, je vais réfléchir, je vais voir ce que je peux faire pour lui. Et effectivement, me dire, tiens, bah, je connais machin qui peut-être a quelque chose à proposer. Bon. On a un bureau des élèves, aussi bien à Toulon qu'à Paris, un collectif et deux collectifs d'étudiants. Donc là, c'est vraiment à la main des étudiants. Un qui s'appelle Collectif Éco, qui est plutôt sur des questions d'éco-responsabilité. Alors les deux sont nés à Camondo à Paris. J'ai un rendez-vous très prochainement avec le collectif Éco pour monter une petite branche en éco à Toulon. Camondo Glisse, eux, ils sont plutôt branchés, comme vous pouvez l'imaginer, branchés sport. Et sport de glisse, a priori. Alors, maintenant, on rentre dans le dur, si je puis dire. Alors, je pousse peut-être la barre. Tout va bien, vous me suivez? Je réponds aux questions ensuite, hein. Enfin, ou quand vous voulez, mais bon. Alors, comment est-ce qu'on rentre à l'école? Donc, c'est une école sélective, hein, donc c'est sur concours, comme beaucoup d'autres écoles d'art appliqué. Bon, j'imagine que vous allez faire plusieurs vœux et tenter aussi des écoles publiques, ce serait assez logique, hein. Et donc peut-être Camondo. L'une des particularités de l'école Camondo, qui est celle qui euh, retient souvent l'attention, c'est qu'effectivement, vous faites du design et de l'architecture intérieure en même temps. Donc, je me répète, mais c'est vraiment le cadre de vie à ces deux échelles-là. Et alors, la réalité du terrain, c'est que la grande majorité de nos diplômés vivent essentiellement de l'architecture intérieure et
certains font du design aussi un peu sur le côté, ou vont sortir une collection. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on vient de décrocher un gros marché pour la réhabilitation d'un hôtel, on peut être amené en tant qu'architecte d'intérieur à dessiner du mobilier. Par exemple, justement, les fauteuils, canapés pour le lobby. Donc, soit c'est une exclusivité, ça reste vraiment, c'est dessiné pour l'hôtel et ça reste propriété de l'hôtel, soit on a un accord et on peut décider d'éditer et de fabriquer ce mobilier et d'avoir aussi un showroom où on vend ce mobilier, par exemple. Enfin, c'est tout à fait possible, c'est ambitieux, mais c'est tout à fait possible. Et puis, on a alors, donc beaucoup de nos études, enfin, la grosse majorité fait exclusivement de l'archi intérieur. Une partie fait de l'archi intérieur et aussi du design, et quelques-uns sont vraiment devenus vraiment des purs designers, enfin des purs designers, c'est une façon de parler, mais enfin font essentiellement du design. Mais bon, c'est une de nos particularités. Notre idée, c'est que, en fait, c'est la question du détail et de se dire que enfin, en architecture intérieure, au-delà du choix de la couleur des rideaux et de la moquette, hein, c'est vraiment la conception enfin, à la fois de la distribution, mais aussi l'attention aux détails, y compris aux revêtements de surface, aux matières, etc. Bon, je me disperse un petit peu. Donc, entrer en première année, donc je disais effectivement, c'est sélectif. Donc, vous pouvez rentrer en première année sans condition d'âge. Alors, ça, c'est une particularité aussi. C'est vrai qu'on a déjà accueilli des étudiants un peu plus âgés, dont un qui était un très jeune retraité de l'Opéra de Paris, hein, le premier danseur. Bon, voilà, de temps en temps, on a voilà, des profils comme ça, bon, très, très peu, mais ça arrive. Évidemment, vous devez être titulaire de votre baccalauréat. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous sont dans cette situation d'avoir à terminer leurs vœux et ensuite à se mettre à fond sur leur bac. C'est une année particulière, cette terminale, où ça demande beaucoup d'organisation et d'énergie, mais on y arrive. Bon, et des titres étrangers admis en équivalence, bien sûr. Alors, peut-être à ce concours des candidats en cours de scolarité. Bah, effectivement, comment dire, votre bac, pour ceux qui sont en terminale, vous l'avez pas encore. Ça veut vous candidatez quand même. Et bien sûr, enfin, si vous êtes admis, vous validez à la fin votre candidature avec quand vous avez votre bac en poche. Alors, l'inscription se fait via Parcoursup, ça vous êtes au courant. Euh, Vous pouvez cocher le site de Paris, le site de Toulon ou les deux. C'est-à-dire que vous pouvez décider que vous voulez absolument Camondo, peu importe où. Bien entendu, en fonction des résultats, on vous appelle avant de vous dire, enfin, admettons, vous êtes deuxième et vous avez coché les deux. Si ou Toulon, on va vous appeler. On va pas vous envoyer à Toulon sans vous demander si vous êtes d'accord. Mais vous pouvez cocher les deux si vous le souhaitez. Euh, Je reviendrai effectivement sur les deux étapes ensuite. Les spécialités, alors effectivement, art, histoire des arts, arts plastiques, bon, ça va vous aider sur votre portfolio, j'y reviendrai après. Mais voilà, nous, on n'a pas de profil type. Nous, on vous veut vous tel que vous êtes. On veut surtout des candidats, et j'y reviendrai aussi, qui sont curieux, qui sont vifs, qui sont motivés. Voilà, après, la diversité votre diversité nous intéresse. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait un bac technique, enfin, je sais pas, menuiserie, enfin, je dis n'importe quoi, et être et avoir et faire un très joli parcours à Camondo. Enfin voilà, il n'y a pas de. On peut être très scientifique et réussir très bien, on peut être très littéraire et réussir très bien. Enfin bon, et on aime bien justement euh, que des profils, hein, si je puis dire, des profils différents se rencontrent à l'école et échangent des points de vue, des savoir-faire, bon, voilà. Alors, le concours se déroule en deux étapes, l'admissibilité et l'admission. Alors, c'est vrai que là, ça fait toujours un petit peu peur. Donc, l'admissibilité, alors, c'est vrai que oui, ça fait un peu peur parce que bon, c'est un parcours,
un peu, voilà, enfin, c'est pas à gagner d'avance. Mais bon, et comme tout concours, hein, il faut partir gagnant et pas se faire peur. L'admissibilité, en fait, c'est cette première phase, donc qui se fait via Parcoursup. Alors, vous savez que voilà, le lycée va verser vos bulletins, etc., sur cette plateforme. Nous, on vous demande deux choses, une lettre de motivation et un portfolio. Je veux dire que vos dossiers sont regardés par des humains, par des vraies personnes. On a, on va dire, un nombre de candidats qui nous permet de le faire. Donc, c'est pas un algorithme, hein, qui va éliminer les étudiants qui auraient en dessous de 12 ou de 15. Enfin bon. Donc, on va regarder vos dossiers, on va regarder évidemment vos bulletins, mais il n'y a pas de note éliminatoire. On va regarder les commentaires de vos profs, voilà, si Adèle s'accroche, a fait des progrès, toujours un peu de difficulté en maths, mais on sent que voilà, les choses se mettent en place. Bon, on va quand même lire ce que vos profs disent de vous. Mais il n'y a pas de note éliminatoire. Il y a donc ensuite cette lettre. Alors la lettre, elle est hyper importante parce que c'est cette petite interface, hein, qui nous permet de vous rencontrer. Donc faut pas se louper. Enfin, faut pas se louper. C'est pareil, rien n'est éliminatoire. Mais euh, évitez d'avoir recours à ChatGPT pour nous faire la pub de Camondo. C'est-à-dire si vous rentrez voilà, les paramètres de l'école, vous mettez ça dans le chat, vous allez avoir un belle petite lettre bien formulée, mais qui nous permettra pas du tout de savoir qui vous êtes. Donc là, il s'agit plutôt d'être ultra sincère, de se dire, bon, pourquoi je veux faire ça? Pourquoi j'ai envie de faire cette formation? Qu'est-ce qui m'attire? Et là, je pense qu'il faut se donner un petit peu de temps. Il ne faut pas faire ça à la dernière minute. Il vaut mieux prendre un petit carnet, une petite feuille et se dire, bon, faire une première phase avec des petits bullet points, se dire, bon, bah voilà, moi je suis sensible aux ambiances, j'aimais bien les odeurs de la maison de mamie, ou l'ambiance du marché, la lumière entre les feuilles des arbres. J'ai bon, et puis ensuite de petit à petit de venir l'enrichir et puis d'organiser tout ça pour que on ait quelque chose qui nous permet de savoir un petit peu qui on a en face de nous. Et vous êtes tous singuliers, tous différents, donc tous a priori intéressants. Mais c'est vrai que plus ça va être formaté et standardisé, moins on en apprendra. Et donc, c'est pour ça que quand je dis qu'il faut pas se louper, ça veut pas dire qu'on peut avoir faux, mais ça veut dire que c'est une occasion dont il faut vraiment tirer parti en le faisant avec cœur. Et ensuite, un portfolio. Alors, un portfolio, c'est quoi? On vous demande une douzaine de planches, hein, donc en format paysage, hein, c'est-à-dire comme ce que vous voyez à l'écran, hein, puisque les écrans sont en format paysage, que vous allez donc téléverser en PDF. Et où là, en fait, pourquoi est-ce qu'on vous demande ça? On vous demande pas d'être architecte ou designer, hein, ça on va vous l'apprendre. Par contre, on a besoin de vérifier que votre motivation s'est incarnée dans des actions que vous avez fait des choses. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on n'a pas intérêt à se tromper, ni vous ni nous. Vous, si, voilà, enfin bon, je dis toujours un peu la même chose, mais si au bout de 3 semaines, vous vous dites, ah non, mais le dessin, mais oh, le pensum, j'ai horreur de ça. Bon, ce serait un peu dommage. Et nous, à l'inverse, on vous fait quand même la promesse de vous amener jusqu'à la 5e année. C'est l'idée. Donc, on n'a pas envie comment dire, d'intégrer enfin, des jeunes lycéens euh, dont ce serait a priori pas tellement la voie, mais bon, sans qu'ils le sachent, enfin sans que vous soyez coupable de vous tromper de voie, hein, ça, et puis d'ailleurs ça arrive et il faut pas dramatiser, mais voilà, donc enfin, quand on vous demande ça, c'est pour faire état de vos expériences plastiques, je veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, euh, enfin, ce qu'on vous demande, ça va être, peut-être vous avez fait un petit stage de poterie, peut-être vous faites du dessin, peut-être effectivement vous avez des cours d'art plastique, vous faites des petits bricolages, vous avez, enfin, ça peut être vraiment
plein de choses très différentes. Ça peut être un peu de photo, mais pas que de la photo, parce que voilà, à l'âge d'Instagram, on est tous des photographes professionnels, enfin, entre guillemets, hein, bien sûr, mais il peut y avoir un peu de photos, mais ne nous faites pas un dossier avec vos photos de vacances, quoi. Si vous avez fait 3 fois le tour de la planète, on est content pour vous, mais c'est pas tellement, enfin, c'est pas tellement un critère pour nous. Voilà, enfin, sauf si vous arrivez à en retirer quelque chose de singulier. Mais pensez plutôt à la diversité. euh, voilà, pour qu'on se rende compte de votre curiosité, etc. Donc ça veut dire que ce qu'il faut faire là à partir de demain, c'est de commencer à faire l'inventaire, c'est-à-dire trouver un espace chez vous où vous allez un peu étaler tout ce que vous avez et vous dire, bon, bah, là j'ai un peu de dessin. Dans mes dessins, qu'est-ce que je vais prendre? Là, je suis allée Monoprix, j'ai testé tous les rouges à lèvres sur mon carnet. Bon, je me suis fait gronder, mais j'ai fait des expériences, j'ai je sais pas, des échantillons de vieux papier peint, enfin, j'en sais rien. Tout ce que vous voulez. Vous faites et vous en faites l'inventaire pour vous dire bon, qu'est-ce que j'ai de mieux, faire le tri parce que vous allez devoir évidemment tout scanner, etc. pour mettre tout ça en page de manière très simple. Hein, vous ne prenez pas la tête à faire des choses compliquées. Euh, Quand on dit 12 planches, ça ne veut pas forcément dire un travail, une feuille. Vous pouvez très bien, enfin, vous avez intérêt à être un peu généreux. Nous, on limite à 12 parce que pour des questions de poids hein, du document. Et faites d'ailleurs attention hein, de bien le compresser pour qu'il soit pas trop lourd et qu'il soit bien téléchargeable. Mais vous pouvez très bien, sur une page, avoir une série de 3 dessins sur le même thème. Voilà. Après, bah, si vous n'avez pas grand-chose, de toute façon, je vous encourage à faire un petit dessin par jour sur un petit carnet en choisissant une thématique de dessin. Alors, c'est vrai que alors, je ne sais pas si je l'ai derrière moi, ce livre, mais bon, je n'ai pas le temps là vraiment de le chercher parce que je l'ai juste derrière moi. Ce livre-là, ce peintre, Morandi, il a passé toute sa vie, il a peint des bouteilles. Voilà. Enfin, bon, c'est un peintre de renommée internationale. Hein. Mais je dis ça parce que si vous commencez à dessiner, c'est bien de choisir un sujet, vous pouvez en changer de temps en temps. Mais là, je vous montre d'autres dessins de Morandi, parce que vraiment, ça me coupe. Et donc, lui, il avait sa petite collection de pots de bouteilles, il a passé toute sa vie à dessiner ça. Et donc là, plutôt que de se dire, bon, je vais dessiner un coup mamie, un coup les couverts et puis mes chaussures, choisissez un truc qui vous fait plaisir, hein, par exemple vos Converse, et vous les dessinez au crayon de papier, au stylo bille, au crayon de couleur, à la gouache, à l'envers, à l'endroit. Puis bon, à un moment donné, vous avez le droit de changer, mais il s'agit de d'épuiser le sujet. Et si vous faites ça très régulièrement, ben, vous allez avoir encore plus de choix dans votre portfolio. Ça, c'est pour l'admissibilité. Alors, je vais à la diapo d'après, qui parle de Parcoursup, puis j'imagine qu'on arrivera à l'admission un peu plus tard. Donc, les dates, j'imagine que maintenant vous les connaissez par cœur. Euh, Oui, alors, vous connaissez les dates de la finalisation de votre dossier. Là, le 12 mars, ben, ça s'approche. Après, vous avez jusqu'au 1er avril pour finaliser votre dossier, c'est-à-dire effectivement ben, télécharger justement ce qu'on vous demande. Alors c'est vrai que là, ce que je vous dis pour Camondo, c'est vrai pour, enfin, sur la partie concours, hein, c'est vrai pour plein d'autres écoles. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les écoles, enfin, l'ENSA, de Boulle, du Perret, machin, cherchent toutes la même chose. C'est-à-dire que nous, on cherche des jeunes gens, jeunes filles comme vous, voilà, qui ont envie, qui sont créatifs, qui sont curieux, qui ont de l'énergie et qui, bon, voilà. Donc ces conseils-là, c'est voilà, c'est valable pour. Alors il y a des écoles qui ont, enfin je sais pas, à l'ENSI par exemple, bon, c'est un petit peu différent parce que eux, ils aiment bien des profils un peu plus, enfin pas que, mais plus éprouvés, bon, etc. Mi-avril, en fait, donc là, nous, entre le 1er avril et le mi-avril, on va avoir une petite armée d'enseignants qui va examiner tous vos dossiers et les évaluer selon un barème, hein, c'est-à-dire le dossier scolaire, une fois de plus, hein, il est, enfin,
enfin, c'est pas, il n'y a rien d'éliminatoire. La lettre, et puis votre dossier, et puis voilà, de donner cette évaluation. Et donc, on va voir, effectivement, à mi-avril, qui est admissible. Euh, et si vous l'êtes, ce que je vous souhaite, et ce que nous nous souhaitons aussi, c'est que, enfin, vous recevrez donc un mail pour l'étape suivante qui est l'oral. Et donc là, je regarde, ouais, les dates sont imprécisées. Alors, les Euh, dates, ce sera le 27, 28, 29 avril. C'est vraiment tout fin avril. pour les entretiens. Pour les entretiens, les Voilà. commissions de jury, tout à fait. Voilà. Donc ça veut dire que là, donc on est dans la deuxième phase, on a passé l'admissibilité, hop, on est admissible, on est hyper content. Et donc on a la deuxième partie du concours d'entrée. Euh, il comporte deux euh, choses. La première, alors je regarde la diapo d'après. Bon, je reviens là. Euh, Vous allez recevoir chez vous un sujet de concours, hein, et vous aurez à le traiter chez vous avec tous les moyens que vous voulez. Alors, en fait, ça va être c'est un sujet qui est un peu comme un petit sujet de philo. Euh, Où on n'a pas, nous, d'idée de la réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas la bonne, la mauvaise réponse. Et quand je dis c'est un peu un sujet de philo, c'est un peu, bon là c'était pas un sujet de Camondo, mais c'est un peu du même type. Ça c'était un sujet de l'ENSAT, c'était que vous manque-t-il? Et bon, ben, que vous manque-t-il? Ils avaient pas, il peut manquer du temps, de l'argent, de l'amour, enfin bon, du vide, enfin bon. Et on va vous demander, à partir de cette question-là, que vous allez traiter chez vous en 3, 4, 5 jours, de mener une forme de petite enquête, mais avec des moyens plastiques. Vous pouvez écrire un peu, mais dessiner, fabriquer des petites maquettes, faire une installation dans le jardin de papa-maman, avec de la laine récupérée, enfin, tout ce que vous voulez, mais comment dire, qui explore la notion qui vous est proposée d'une manière très libre. Une fois de plus, il y a pas de réponse fausse. C'est plutôt cette question-là, telle qu'elle vous est posée, qu'est-ce que ça suggère pour vous? Qu'est-ce que ça fait émerger comme idée? Donc là, quand vous recevez ce sujet, bon, il faut commencer avec effectivement une feuille de papier et puis noter tout ce qui vous passe par la tête. Et puis après, commencer par un bout et puis tirer le fil. Alors, c'est vrai qu'il faut que ce soit plastique, hein, c'est-à-dire que ça peut passer par le dessin, ça peut. On aime bien qu'il y ait un petit bout de réponse quand même en volume, hein, puisque comme je vous l'ai dit, les objets en design et les espaces en archi intérieur, c'est du volume, donc on aime bien qu'il y ait une partie qui se déploie en 3D. Mais bon, il faut le prendre comme un jeu. Enfin, il faut pas avoir la boule au ventre et se dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce qu'ils attendent de moi. En fait, on attend qu'une chose, c'est vous et votre capacité à réfléchir et à organiser votre pensée. Une fois de plus, hein, on n'attend pas que vous soyez architecte ou designer. C'est pas ça, c'est notre mission pour après. Par contre, sur le que vous manque-t-il, par exemple, de se dire, bah, moi, il me manque du manque, par exemple. On est dans une société de surconsommation, de surabondance. Peut-être que j'ai envie de travailler sur la notion de manque. Donc, le manque, c'est assez facile finalement, à dessiner, le plein, le vide, etc. Donc, faut le prendre vraiment comme un jeu. Ensuite, vous allez être reçu pour un entretien face à deux enseignants de l'école. Et là, vous allez pouvoir remontrer votre portfolio si vous le souhaitez. Vous allez partager votre réponse au concours. Donc, parce que, évidemment, quand je dis ça peut être en volume, vous envoyez pas de maquette par la poste à l'école. Tout ça, vous le prenez en photo, numérisé, etc. Enfin bon, tout est digitalisé, on va dire. Mais vous allez donc présenter votre travail et argumenter. Dire, voilà, cette question du manque m'a fait penser à ci, à ça, enfin bon, et développer un peu là-dessus. Et puis ensuite, il y a une partie plus pour essayer de vous connaître un peu mieux. Et forcément, il y aura des questions un peu de culture. Et là, ce que je vous invite vraiment à faire, vous pouvez pas arriver à un entretien, ce genre d'entretien,
Et on va vous demander, par exemple, est-ce qu'il y a un designer dont tu aimes particulièrement le travail? Et là, si vous arrivez, vous dites, oui, oui, bien sûr, mais alors là, le nom ne revient pas. Bon, ça, c'est un peu dommage. Vous n'êtes pas en super posture. Donc, il faut absolument éviter ça. Et pour éviter ça, moi, je vous conseille d'avoir un peu votre top 5. Ça va être un architecte, un designer, un artiste. Enfin, le top 5, ça peut être trois, hein, mais bon. Euh, que vous aimez vraiment. C'est-à-dire qu'il y a, on peut aller sur Pinterest, trouver des images, mais au-delà des images, il faut avoir un peu lu, comprendre la démarche de cet architecte ou de cet architecte d'intérieur. Je vous recommande plutôt de prendre des très grandes pointures, des gens très connus, enfin des stars, quoi, des gens qui vous font vraiment rêver, plutôt que le cousin du grand-oncle qui est architecte de qualité, certes, mais enfin, on ne pourra pas nous comprendre pourquoi vous, enfin, à moins que vous ayez vraiment des arguments bien affûtés pour qu'on s'approprie le travail de cette personne. Hein. C'est pas, ça veut pas, c'est pas un jugement du tout de valeur, mais bon, on comprendra mieux si vous nous parlez de gens dont on connaît le travail nous-mêmes et qu'on peut, voilà, on peut un peu discuter dessus. Mais voilà, donc ça veut dire, enfin, je dis toujours cette même, il y a une série documentaire sur Netflix qui s'appelle Abstract et dont alors la saison numéro un, il y a un architecte d'intérieur, un designer, un scénographe et un graphiste qui parlent de leur travail. C'est hyper intéressant. La saison 2 c'est plutôt sur des artistes. D'ailleurs, il y a Olafur Eliasson qui est, voilà, si vous ne connaissez pas Olafur Eliasson, c'est un des plus grands artistes mondiaux qui a si vous allez sur son site, qui a une production mais pléthorique. Alors, vous pouvez ne pas choisir ce gars-là parce que bon voilà. Mais enfin, je veux dire, je ne dis pas, il faut absolument le connaître, même si bon, c'est pas mal. Mais euh, voilà, il faut que vous vous renseigniez et que vous ayez enfin que vous découvrez, enfin c'est pareil, c'est pas l'Everest et puis c'est où on est en bas, où on est en haut, c'est de gravir petit à petit des petites marches et d'avoir, de découvrir hein, des gens dont vous aimez le travail. Bon là je parlais de Netflix, mais ça n'a jamais été aussi facile avec Internet. Il y a par exemple les TED Talks, TED. C'est-à-dire Technology, Entertainment and Design, qui sont des conférences de 20 minutes, bon, souvent en anglais, mais on peut avoir des sous-titrages. Beaucoup sont scientifiques, etc., mais on peut très bien taper couleur et design et tomber sur une conférence totalement surprenante. Et puis, voilà, si c'est Jocelyne Dupuis qui fait la conférence, après on googleise Jocelyne Dupuis, puis on regarde un peu ce qu'elle a fait, cette dame. En tout cas, voilà, il faut que vous ayez, enfin, dans l'un des critères, c'est cet appétit-là. Vous ne pouvez pas être passif et vous dire, bon, bah, je vais arriver, puis je vais dire Philippe Stark, et puis, alors, vous avez le droit de dire Philippe Stark, mais après, il faut dire pourquoi. Euh, bon. Margaret, je peux juste préciser une chose, si tu me Mhm. permets. Bien sûr. L'entretien n'est pas en présentiel. Ce sont des réunions Ah oui. Zoom qui sont tenues à la fois par des enseignants de l'école Camondo à Paris et de l'école Méditerranée à Toulon. Voilà, donc c'est du Zoom, vous n'avez pas besoin de vous déplacer à l'une ou l'autre Oui. des écoles. C'est une précision importante, merci Béatrice. Oui, quel que soit le site que vous avez choisi, vous aurez votre entretien depuis chez vous. Alors, vérifiez bien que votre ordinateur fonctionne. Il vous faut votre carte d'identité près de vous parce qu'on vérifie que c'est bien vous. Ça me paraît, voilà. Et puis bon, bah, c'est mieux si vous n'avez pas vous de surstress technologique avant de commencer, parce que bon, parce que c'est un moment où on n'est pas forcément super détendu et on n'a pas besoin de ça en plus. Alors, bah en fait, je crois que là on va peut-être pas s'apesantir parce que tout ça c'est un peu déjà. J'ai anticipé hein, sur les slides en fait. C'est pas grave. Ah oui, alors peut-être les critères d'évaluation sur le dossier, le sérieux, l'engagement. Là, je suis sur l'admissibilité, je reviens en arrière. Les critères, le sérieux, l'engagement, la progression du candidat depuis la première. Donc c'est pour ça que je vous dis, on lit bien les commentaires de vos enseignants. Votre lettre, ben, c'est la connaissance du projet de l'école, c'est déboucher votre motivation. Bon, c'est surtout ça, mais de dire je suis motivé.
ça va pas suffire. Enfin, ok, on imagine bien que vous êtes motivé, mais enfin, pourquoi, quoi? D'où ça vient? Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, quoi? Voilà, je m'appelle Juliette. Je suis qui, moi? Enfin, bon. Votre portfolio, donc là, c'est la curiosité, la sensibilité et l'engagement. Donc c'est vrai, c'est pour dire que voilà, ça peut être des choses très diverses. Ça peut être des dessins abstraits. Enfin, c'est vraiment tout ce que vous voulez. Les modalités du concours, alors, hop, hop, hop. L'admission, donc la réponse plastique au sujet, un oral d'une vingtaine de minutes en distanciel. Et alors, là, vous avez la notation. Bon, la réponse au sujet, c'est sur 20. La capacité du candidat à se projeter dans l'espace, sa créativité, c'est sur 30. La capacité du candidat à présenter un argumentaire sur 20. La capacité du candidat à faire valoir un niveau de culture générale sur 20. Petit. Et la maturité du candidat, ça va pas durer longtemps, sur 10. Bon, faut pas que vous vous laissiez impressionner par ça. Bon, la capacité à se projeter dans l'espace, ça veut quand même se dire que, effectivement, dans votre réponse à la question posée, hein, dont vous allez parler lors de votre oral, c'est bien qu'il y ait un peu de volume, parce que sinon, si c'est que de la plat, on va forcément se poser un peu la question de se dire, bah, est-ce que tu es sûr que le volume t'intéresse, quoi? Enfin, dans l'espace, bon, le volume suffit, hein. On vous demande pas de faire des propositions. Enfin, dès que c'est en volume, c'est de toute façon spatial. Et bon, et présenter un argumentaire, ça veut dire que vous êtes en capacité d'expliquer votre démarche pour répondre à ce sujet. Et elle peut être très, très diverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'idée préconçue. Ça peut être un fil plutôt narratif, de raconter une histoire. Ça peut être très systématique, analytique. Enfin bon, vous êtes vraiment très libre. Je réponds juste à Cerise. Mhm. Oui, Le sujet n'a pas été abordé, donc on pourra revoir votre question et y répondre à la fin de la présentation, ce qui ne saurait tarder. d'accord. Réponse des formations et décisions. Alors, si vous êtes admis en liste d'attente ou si vous êtes refusé, bon, positif, bon, c'est super, négatif, ben, c'est moins super. Je veux dire, pour dédramatiser un peu cette phase de Parcoursup, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être pris ailleurs. Moi, je vous conseille plutôt d'entrer, si c'est une école d'enseignement supérieur. Alors, vérifiez quand même, hein, que cette école délivre des ECTS. Je pense que c'est quand même assez important parce que justement, ça vous donne une forme de mobilité pour la suite. Mais moi, je vous engage plutôt à intégrer cette école qui n'est pas forcément votre premier choix et au pire du pire, de prendre cette première année comme une année de prépa pour recandidater l'année d'après. Mais au moins, vous êtes engagé dans un cursus. C'est moins stressant que de faire une prépa. Même si ça peut être super, hein, de faire une prépa, mais où vous allez vous retrouver l'année d'après dans la même situation, de ne pas savoir ce qui vous attend l'année d'après. Enfin, voilà. Mais, et on peut très bien avoir un parcours qui n'est pas tout droit, enfin, et qu'il soit très riche. Enfin, voilà, c'est pas, il faut pas vous décourager pour autant. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, parce que vous pouvez aussi rentrer en deuxième année, vous pouvez aussi choisir pour des raisons financières, par exemple, hein, de faire un premier cycle dans le public et de rentrer en master à l'école, Camondo, enfin de tenter le concours d'entrée en master. Enfin, voilà, c'est pas tout ou rien, il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs trajets possibles. Mm. Il faut garder le cap. Mais bon, alors si vous êtes en liste d'attente, alors là, c'est effectivement c'est la machine Parcoursup qui vous permet de répondre oui. Euh, alors, En fait, ce qui est important là de dire, oui, oui, Margaret, c'est que vas-y, je c'est pas prends le parce relais que parce que vous là, êtes, ouais. c'est pas parce que vous êtes en liste d'attente que vous n'aurez pas votre place en fait. Parcoursup, en Oui, fait, il y a beaucoup d'écrémage.
Nous avons beaucoup de sollicitations, hein. L'année dernière, on a eu 1164 demandes pour finalement avoir, ça on l'a pas précisé, mais on a à peu près 70 places à Paris et 33 places à Toulon. Et en fait, c'est pas parce que vous êtes 215e sur la liste d'attente que vous ne pourrez pas intégrer Camando, puisqu'il y a beaucoup d'écrémage. Comme vous le savez, vous êtes mieux placé que personne pour savoir qu'on peut faire 10 vœux, voire des sous-vœux. Voilà, il y a pas mal de personnes qui ont peut-être des écoles publiques ou d'autres volontés. Donc, pas de panique si vous êtes en liste d'attente. Vous avez potentiellement vos chances. Vous pouvez regarder les statistiques sur Parcoursup sur la dernière, entre guillemets, le dernier rang qui a été admis à Camando l'année dernière. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Mais c'est très important parce qu'effectivement, enfin, vous comprenez un peu la mécanique, c'est-à-dire que toutes les personnes qui, dès les premiers résultats sur Parcoursup, ont leur premier vœu, bon, ceux-là, pof, c'est coché ils libèrent toutes les autres places où ils étaient inscrits, mais qu'ils ne choisissent pas parce qu'ils ont eu leur premier vœu. Bon, et donc ça se fait un peu par grande vague. Je veux dire que cette première vague, et puis après, on réfléchit, enfin, il y a des places qui se libèrent, on réfléchit, etc. Donc, voilà, ça peut durer un certain temps. Bon, c'est pas très facile pour vous, mais effectivement, on peut remonter assez loin dans la liste d'attente. Donc, c'est le jeu de ce système, hein, donc vous découragez pas pour autant. Un seul classement est établi pour Paris et Toulon. Alors voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vous qui choisissez hein, où vous voulez aller. Si vous aviez effectivement coché les deux, on vous appelle. Si vous aviez coché Paris, qu'il n'y a plus de place à Paris, qu'il en reste à Toulon ou l'inverse, on peut aussi vous appeler pour vous le proposer, vous dire, bon, est-ce que c'est une option voilà, enfin, qui vous intéresse? En tout cas, voilà, vous n'êtes pas inscrit de force sur un site ou sur un autre. Voilà, la liste 1, ça bouge de jour en jour, effectivement. Ah oui, c'est sûr que c'est pas le moment de changer de numéro d'adresse mail au numéro de téléphone, puisqu'il faut qu'on puisse vous contacter. Voilà, merci. Donc, je vais arrêter ce partage et puis répondre aux On avait questions. une première question, hein, Oui. sur le fait est-ce qu'il est possible de changer de site entre le premier et le deuxième cycle, voire même, je vais plus loin dans la question, est-ce qu'on peut changer en cours de formation entre Paris et Toulon et inversement? Alors, là, c'est important de comprendre que vous êtes vraiment inscrit dans le site où vous êtes admis. Par contre, on a mis en place une mobilité entre les deux sites, hein. Euh, et d'ailleurs, là, je vais bientôt recueillir les vœux J'ai fait partir un questionnaire. Mais ça fonctionne un peu comme un Erasmus, c'est-à-dire que c'est un pour un. C'est-à-dire, si on a un étudiant de Paris qui a envie de passer un semestre à Toulon et inversement, bah, on fait cet échange. C'est vraiment voilà, un échange, on change de site. La demande se fait par semestre parce que ça donne plus de souplesse, mais le vœu peut être renouvelé. C'est-à-dire que, enfin, c'est arrivé qu'un étudiant ou des étudiants restent un an, voire même 2 ans, mais c'est quand même important de comprendre que enfin, on ne peut pas, on peut changer de site en mode échange et revenir à son site d'origine après. C'est pas, voilà, c'est pas un changement de site définitif, sauf dans de très rares cas de force majeure. Mais ça, c'est vraiment Alors, pas grave. on a est-ce que les portes ouvertes prochainement à Paris? Alors, elles sont passées les portes ouvertes, c'était au mois de février à Paris et à Toulon, donc d'où les portes ouvertes virtuelles actuellement, qui sont des sessions Zoom, hein, comme nous le faisons ce soir. Donc, les portes ouvertes sur Paris sont passées. Ensuite, Margaret, je ne sais pas s'il y a possibilité de passer à l'école, de se renseigner. Alors, Voilà. bon, moi je peux parler pour Toulon, enfin c'est pareil aussi à Paris, il vaut mieux prendre rendez-vous, c'est mieux.
voilà, pour être sûr d'être reçu, enfin, reçu correctement. Vous serez toujours reçu, mais bon, voilà, pour qu'une personne dégage un petit peu de temps pour vous faire la visite. Mais bien sûr, hein, enfin, en tout cas, à Toulon, il n'y a aucun problème pour que vous veniez et qu'on vous fasse un petit tour de l'école pour que vous voyez déjà les locaux, etc. Après, forcément, vous allez apercevoir les travaux des étudiants à droite à gauche, mais bon, c'est pas tout à fait comme des portes ouvertes. Mais c'est vrai elles sont passées. Moi, je vois une question, je les reprends un petit peu dans l'ordre sur le cycle préparatoire. Comment il se positionne par rapport au diplôme en 5 ans? Le cycle préparatoire, il est antérieur. Alors, ce qui est important de comprendre là, c'est que en fait, ce cycle, il a été créé en 2000, avant que nous ayons le visa du ministère. Et donc, enfin, le visa, il fonctionne avec Parcoursup. C'est parce qu'on a le visa qu'on est sur Parcoursup. Et ça veut dire qu'en étant sur Parcoursup, on admet que des jeunes gens, jeunes filles comme vous euh, puissent intégrer l'école sans prépa. Et notre promesse, c'est d'arriver avec un an de moins, d'arriver au même résultat à la fin, ce qui est un vrai challenge pour nous. Mais voilà, on joue le jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une époque, il y a un certain temps, où on rentrait pas à l'école sans avoir fait de prépa. On ne réussit pas au concours. Le fait qu'on ait obtenu ce visa va de pair avec cette admission Parcoursup. Et forcément, enfin, quand je dis on joue le jeu, c'est-à-dire il y a toujours un concours d'entrée, on regarde, enfin, on, on regarde effectivement la curiosité, les aptitudes, l'envie incarnée de tous les candidats, mais on ne demande pas un niveau exceptionnel. Enfin bon, si vous avez un niveau exceptionnel, c'est magnifique, hein, vous allez tout en haut du classement, mais ça n'est pas, enfin voilà. Donc là, une année préparatoire n'est pas obligatoire. Bon, évidemment, elle augmente les chances les chances hein, d'avoir un très bon dossier, évidemment. Mais voilà, donc c'est en fait le cycle, c'est une sixième année. D'ailleurs, vous fassiez votre prépa au cycle préparatoire ou ailleurs. Alors justement, peut-être une précision, Margaret. Mhm. Le cycle préparatoire, donc nous, à Camondo, nous avons un cycle préparatoire à Paris, mais il n'y a pas de cycle préparatoire à Toulon. Mhm. Voilà, donc ça se passe sur une année de semestre et c'est forcément à Paris si vous voulez intégrer la prépa Camondo. Voilà, après la prépa, ce n'est pas une prépa intégrée et ça ne délivre pas de crédit. Ensuite, il y a une Euh, question que peut-être que tu as, qui était oui. juste au-dessus sur la cinquième année qui confère le grade de master. Est-ce que si on s'arrête en troisième année, on Mhm. a le grade de licence? Alors, la réponse est non, pas aujourd'hui. Alors, on vous délivre un certificat de fin de premier cycle, mais qui n'est pas une licence à proprement parler. Par contre, vous avez vos 120 crédits ECTS, qui sont cette monnaie d'échange hein, qui a une vraie valeur, qui vous permet de candidater en master dans d'autres écoles. Comme je vous parlais de cette étudiante hein, qui est allée au Polytechnico de Milan. Euh, bon, il se trouve que ma fille, bon, n'a pas fait Camondo, mais elle a fait une école, ce qui lui a pas délivré de licence, mais des crédits, et elle a continué en master à Londres, au Royal College of Art. Donc, avec ses crédits, enfin, je veux dire, c'est un concours hein, pour rentrer, mais vous êtes éligible. Donc, voilà, vous pouvez pas vous prévaloir d'un diplôme de licence. Bon, on y réfléchit, euh, mais on n'y est pas encore. Je vais répondre juste à la taille maximale du fichier pour le portfolio à envoyer, hein. Ça, c'est Parcoursup, ce sont des contraintes Parcoursup pour le coup, hein. Donc, je pense que ce sera écrit sur le site de Parcoursup. Oui, je l'ai pas en tête là. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais j'aurais aimé connaître les matières précisément que nous voyons en première année, avec quelques détails importants si vous en avez. Alors, peut-être que je peux partager un document. Je le recherche là, comme ça vous verrez tout. Pour vous répondre de manière précise sur les cours de première année. Je le cherche et je partage avec vous. Voilà. Alors, en fait, bon, comme ça vous donne une liste.
précise. Vous voyez, tout est organisé avec de nombre de cours, de crédits, etc. Vous avez au premier semestre 52 heures d'architecture intérieure. Bon, là, c'est pour Toulon. Il y a plus d'étudiants à Paris, donc il y a plus de profs aussi, hein. Il y a un taux d'encadrement qui est le même dans les deux sites. Vous avez autant d'heures de design. Donc là, c'est l'unité d'enseignement projet. Vous avez une unité qui s'appelle recherche et culture avec un cours d'histoire de 24 heures et deux crédits, hein. Un cours, un petit cours, bon, on va peut-être l'étoffer, mais d'introduction aux impacts environnementaux, parce que bon, ça fait quand même partie des sujets d'actualité incontournables. Vous avez ensuite une unité d'enseignement qui s'appelle l'expérimentation, qui est là, c'est un peu ce que je vous disais, où c'est plutôt la démarche, la recherche, qui prévaut. Et donc là, c'est morphostructure et maquettage. Bon, alors là, c'est moi qui ai donné ce cours cette année, où là, on aborde des questions vraiment de maquette, comment. Enfin là, on a fait une série de challenges sur comment, enfin bon, par exemple, comment avec une feuille de papier faire la tour la plus haute possible. Bon, bah, c'est des questions de rigidification de la matière, de savoir que si on a trois pieds, c'est ce qu'il y a de plus stable, etc. Mais bon, c'est aussi passé par des choses sur le galbage du papier. Enfin bon, donc là, c'est vraiment fabrication. Ils ont eu aussi un workshop ensuite, ce qu'on appelle des intensifs, couleur et graphisme, hein, avec un travail avec une prof de couleur d'un côté et une prof de graphisme de l'autre. Atelier Campus, c'est une petite. Alors, c'est très particulier aussi à l'école Camondo. On a ce programme qui propose une fois par semestre une sortie pour aller découvrir un atelier d'artisanat, pour un peu sortir des murs et pour aller découvrir des savoir-faire. Alors, nous, on forme pas des artisans, hein. Enfin bon, s'il y a des vocations qui se créent, bon ben, très bien. Mais c'est pas pour devenir, comment dire, céramiste soi-même qu'on va aller voir un atelier de céramiste, mais pour mieux comprendre comment les choses se fabriquent, la matière, discuter avec l'artisan. Bon, là, ce sont des enseignants, hein, c'est encadré par les enseignants de design à Toulon. Et voir un peu comment fonctionne une forge, ou, enfin bon, etc. Là, on a eu une visite chez un tourneur sur bois. Là, ils vont aller voir un vannier, etc. C'est plutôt sympathique. Ensuite, on a ce qu'on a appelé, nous, les outils d'expression et de représentation. Donc là, c'est vraiment, on est plus, enfin, les deux sont plutôt sur une question de savoir. Donc la représentation codée, c'est le cours où on commence à apprendre à faire des plans et des coupes, ce qu'on appelle, nous, des géométros. Enfin, nous, la profession. Euh, le dessin, des cours de dessin sur toutes les années, ça reste un outil essentiel pour explorer, communiquer, enfin, communiquer une idée, explorer une forme, etc. Des cours de communication visuelle. On a un cours de couleur, un cours de technologie, donc là c'est plutôt sur les matériaux, et un cours d'anglais. Là, insertion professionnelle, cours électif, c'est pour les années supérieures. Un cours d'anglais, et puis bon là, moi j'ai une petite poche où voilà, j'ai un workshop exceptionnel avec une enseignante. Enfin bon, voilà. Donc ça vous donne un petit aperçu. Si je regarde le deuxième semestre, on va pas faire toutes les années, mais la première année, on retrouve quelque chose d'assez similaire. Le projet en architecture intérieure en design, toujours de l'histoire. On s'occupe de la scénographie des portes ouvertes. On a aussi un cours de maquettage, mais là plutôt vraiment sur la morphostructure, c'est-à-dire la structure, l'ossature, comment les choses tiennent. Toujours une sortie atelier campus. Une première initiation aux outils numériques dédiés à nos métiers. Toujours de la représentation codée, mais là plutôt autour de la perspective, du dessin, toujours de la communication visuelle, la couleur, la techno. Donc voilà. La première année, de quoi elle est constituée. Je sais pas si. Donc je vais arrêter le partage et je reviens vers vous. Est-ce qu'il y a des stages? Alors oui, il y a en fait trois stages obligatoires.
Il y a un stage en fin, alors il est à Paris, je sais pas, enfin il est plutôt en fin de première année, mais bon, c'est en discussion. À Toulon, il est en fin de deuxième année, qui est un petit stage de suivi de chantier ou un stage ouvrier. C'est-à-dire que l'objectif de ce stage, c'est d'aller voir comment les choses se construisent, hein. Donc, suivi de chantier, c'est en lien avec un cabinet d'architecture et d'aller voir une fois par semaine l'évolution d'un chantier, hein. C'est-à-dire à quel moment on fait passer les gaines électriques, comment se pose un carrelage, etc. Ou un chantier, un stage ouvrier où là, vous travaillez vous-même, hein, sur la fabrication. Enfin, bon, ça peut être. Enfin, là, on discutait justement avec la Fondation du patrimoine, hein, où il y a comme ça des. On peut rejoindre des chantiers de rénovation de vieilles bâtisses. Enfin, bon. Ça, c'est en fin de deuxième année. Et entre la 3 et la 4, vous avez un stage obligatoire de 2 mois. Et entre la 4 et la 5, un stage obligatoire de 4 mois. Après, on peut signer des conventions de stage à d'autres moments. Alors moi, j'évite la plupart du temps en cours d'année parce que bon, l'idée, c'est pas de fragiliser votre parcours à l'école. Donc il faut vraiment, soit vous êtes très très à l'aise et ça dépasse pas une journée, bon, et vous pouvez le faire. Mais bon, ça peut arriver que voilà, vous ayez aussi envie de faire un stage. Bon là, ça fait déjà fin de deuxième, fin de troisième, fin de quatrième, ça vous occupe déjà bien bien vos étés. Donc voilà, et ces 3 stages sont vraiment vraiment obligatoires avec un rapport de stage qui est évalué l'année suivante. Y a-t-il un programme d'échange Erasmus? La réponse est oui. On a, tous les étudiants ne partent pas. J'adorerais que ce soit le cas, mais ça ne l'est pas. Mais on a quand même, qu'est-ce qu'on a comme destination? On a l'Université de l'aménagement à Montréal, l'Université de Belgrano à Buenos Aires, l'école d'architecture de Lisbonne, 2 écoles IUD de l'IED à Madrid et à Barcelone, la aide à Genève, le Glasgow School of Art à Glasgow, une école à Hong Kong, l'HKDI, Hong Kong Design Institute. Et est-ce que j'en oublie? Oui, le Polytechnico de Milan. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour des destinations possibles. Voilà. Donc on examine les demandes et bon, alors c'est vrai que ça fait toujours très envie, ça fait très envie à nos étudiants, etc. C'est normal. Après, on laisse partir des étudiants qui sont un peu costauds parce qu'on veut. Enfin, c'est forcément une expérience enrichissante, mais ailleurs c'est différent et c'est ça qui est bien. Mais il faut pas que ça fragilise non plus. Donc, ça veut dire que ça nécessite des bonnes capacités d'adaptation, de pouvoir éventuellement rattraper un peu le décalage quand il y en a un. Notre difficulté, hein, c'est justement le parallèle entre architecture intérieure et design. Il y a très peu d'écoles qui font les deux comme nous. Donc, on a du mal à trouver vraiment des choses qui sont équivalentes. Après, bon, voilà, on essaie de faire enfin, on choisit quand même des destinations enfin, des écoles dont on pense qu'elles sont bonnes et qui ne vous fragilisent pas. Mais on est quand même très, très vigilant. Bon, voilà. Mais il y a quand même un certain nombre de destinations. Dans chacune de ces destinations, il y a à peu près 3 ou 4 places. Donc, ça nous fait sur l'année une trentaine de places. Et ces échanges ont lieu en deuxième et troisième année. Bon, j'aimerais bien qu'on mette en place des échanges en quatrième année, notamment pour tous les pays scandinaves, puisque en premier cycle, c'est souvent en suédois, en danois. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est souvent en anglais en master. Bon, pour l'instant, c'est pas en place, mais c'est un de mes objectifs en tout cas. Vous arrive-t-il d'avoir des profils de des personnes en reconversion professionnelle? Oui, absolument. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, hein, quand je parlais de ce premier danseur de l'Opéra de Paris qui avait rejoint notre cursus. Comme on n'a pas de limite d'âge, c'est tout à fait
possible. Et là, je le citais lui, mais c'est pas le seul, hein. Après, ça demande évidemment, hein, beaucoup de courage, hein, parce qu'on est reparti pour 5 ans d'études, mais c'est voilà, bon, c'est des études qui sont très, comme je disais, très sollicitantes, hein. Il faut vraiment en avoir envie, avoir beaucoup de fortes capacités de travail, mais c'est aussi des études absolument passionnantes. Enfin, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que donc voilà, c'est le cadre de vie à l'espace de l'espace et à l'échelle de l'espace et de l'objet, mais c'est aussi l'humain au cœur de toutes nos préoccupations, hein. C'est-à-dire que c'est les usages. C'est-à-dire comment, je parlais du programme tout à l'heure qui s'installe dans un lieu, on pourrait avoir travaillé moi par exemple sur un hôpital. Alors c'est rigolo parce que j'étais à Paris, mais j'ai travaillé sur un hôpital à Toulon à l'époque où j'étais encore jamais venue à Toulon. Enfin bon, mais on s'intéresse à la vie des gens dans ce lieu-là, c'est-à-dire la vie de l'infirmière qui arrive le matin, qui se gare au parking, qui va badger, se changer, chercher son dossier, prendre son stéthoscope, aller voir, savoir qu'elle a 15 patients à voir, deux rapports avec les médecins. Enfin, voilà, c'est comment est-ce qu'on habite d'un côté, avec par exemple sur un habitat transgénérationnel plein de questions sur quelles sont les fonctions partageables, est-ce que la laverie, elle peut être mise en communauté, enfin, toutes ces questions-là de comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on peut vivre, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc l'humain au cœur de nos préoccupations et toutes les mutations sociétales, c'est-à-dire évidemment les changements climatiques, les technologies, l'IA, enfin, donc c'est vraiment une formation et un métier aussi, hein, qui est très riche et très passionnant. Après, là, ce dont j'ai pas développé non plus, c'est que après, notre boîte à outils, hein, c'est la matière, les couleurs, les proportions, la forme, etc. Donc, il y a aussi la couleur, la lumière, les textures, bon, les détails. Et donc, on manipule, voilà, on manipule on dessine et on règle des choses pour améliorer la vie des gens. Bon. Donc c'est quand même assez passionnant. Euh, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais donc voilà, je parlais de la reconversion. Donc oui, c'est tout à fait possible avec beaucoup d'énergie, mais bon, pour une très très belle aventure. Comment voyez-vous le métier d'architecte d'intérieur évoluer avec l'IA? Alors, c'est une question intéressante. On a, nous, depuis cette année, non, l'année dernière, un cours en deuxième cycle sur l'IA avec un enseignant qui propose, enfin, de décortiquer à quel moment l'IA entre dans le process et à quel moment c'est une forme d'accélérateur et à quel moment c'est plutôt un piège. Alors comment je le vois moi? Bon, il se trouve que bon, générer des images d'espace intérieur avec un prompt bien fait, effectivement, c'est très facile. Euh, et ça va très vite. Par contre, notre métier, c'est pas un métier d'illustrateur. J'ai discuté de ça avec un étudiant, bon, qui est passionné par ça, qui fait de très belles images, mais qui n'est pas capable de parler de ses projets. Et je dis, mais enfin, on ne produit pas de l'image. C'est-à-dire l'objectif, alors pas quand on est étudiant, mais après, c'est de construire vraiment. Donc, il faut, enfin, il faut être en capacité, de raconter, enfin, d'exposer quel est le sens du projet, et puis après, d'être en capacité de le faire réaliser. Donc, je pense que l'IA, bien évidemment, dans ce secteur comme dans plein d'autres, enfin, ce que je veux dire, c'est que de mettre des images sur Instagram, c'est fastoche, et très facile, très rapide. Bon, on peut faire illusion. Après, le réel est très très différent. C'est-à-dire que le rappel se rappelle, comment dire, quand je dis le réel, c'est le concret. C'est-à-dire si on décide de faire un sol
en marbre de Carrare ou en sol plastique, bah, ça a un peu rien à voir en fait. Donc, et le marbre se découpe pas de la même manière. Et enfin, bon, la matière va enfin, en fait, c'est comme pour, je sais pas, c'est les arts vivants enfin, les acteurs sur une salle, sur une scène de théâtre par rapport au cinéma. Ils sont en vrai devant vous, quoi. Bon, là, c'est un peu pareil. La matière, elle est réelle. Et là, bon, c'est la limite pour l'instant de l'IA. Et je dirais, de mon point de vue, tant mieux. Mais on ne l'ignore pas. On parlait des cours électifs tout à l'heure. Moi, mon questionnement aujourd'hui, hein, c'est de faire en sorte que ce cours ne soit plus un cours électif, mais que tous les étudiants en profitent pour justement être en capacité, eux, de s'en servir la manière la plus efficace d'un côté et qui leur laisse, enfin, qui les laisse être auteurs de leur projet. Auteurs et donc en capacité d'en parler au-delà de ce que je leur dis aussi, enfin, au-delà de la simple description d'une image. Moi, ce que je dis à mes étudiants aussi, c'est que quand ils ont fait un projet, ils l'exposent. S'ils me font la visite du promoteur en me disant, bah là, il y a la porte, à droite, il y a l'escalier, à gauche, vous allez trouver deux chambres, moi, je m'en fiche, je le vois sur le plan. Enfin, c'est OK. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est c'est quoi l'intention? Qu'est-ce qui porte le projet? Est-ce que c'est je sais pas, d'ouvrir des plus grandes perspectives possibles pour avoir un espace fluide? Enfin, j'en sais rien. J'ai besoin d'entendre le fond du projet et pas juste de voir des images. Et ça, ben, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie pensée derrière et pas juste un prompt qui fait une belle image. Alors, est-il possible de faire une année de césure au cours du cycle pour partir à l'étranger? Oui, tout à fait. On aménage des césures. Alors, on vous demande un peu, enfin, on vous demande de nous exposer votre projet, de l'écrire, etc. Mais on vous garde votre place au chaud et on vous laisse partir faire votre expérience. C'est souvent très, très enrichissant quand on peut le faire. Moi, c'est super. Et enfin, on l'encourage pas. Enfin, sur le fond, on l'encourage. Bon, après, je fais pas le tour des classes pour leur dire partez, partez, faire une année de césure. Mais sur le fond, si on peut le faire, c'est toujours une expérience extrêmement enrichissante. C'est vrai que, par exemple, je sais qu'en Allemagne, après le bac, presque obligatoire de faire une année de césure, une année professionnelle avant de s'engager dans les études supérieures, ce qui me paraît une excellente idée, mais ce qui n'est pas de notre système français. Bon, mais donc oui, c'est possible. Voilà, on signe voilà, un petit document qui vous rassure sur le fait qu'on vous garde pour la suite. Auprès de qui est-ce que je peux prendre un moment pour une visite de l'école de Toulon? Bah, avec moi. Alors, soit, donc c'est Alexandra. Tu appelles au numéro que tu vas trouver hein, sur le site de l'école et tu vas tomber sur Yasmani qui te donnera rendez-vous. Soit tu m'écris un mail, donc moi c'est comme tu vois, Margaret Iraghi, alors le tirer le jeune, c'est pas la peine, Margaret Iraghi, @écolecamondo.fr et je recevrai ton mail et on te trouvera un petit créneau. Même question qu'elle pour Paris. Alors, si vous appelez le 01 43 35 44 28, donc le numéro de Paris, vous allez tomber là sur Samir qui va qui va vous aménager ça, vous proposer un créneau. Alors, voilà, je vous propose plutôt pour Paris d'appeler. Pour Toulon, vous pouvez appeler ou écrire. Euh, voilà, Samir vous proposera, enfin se renseignera pour savoir qui peut vous recevoir à quel moment. Voilà. Est-ce qu'on avait... Moi, je ne m'ennuie pas. Je pourrais parler longtemps et du métier et de la formation et de l'école, mais voilà. Je vous dis merci, ça me fait plaisir. Si vous n'avez plus de questions, je vous libère pour la soirée. Voilà, j'ai des petits cœurs, ça fait plaisir. Merci Marie-Estelle. J'espère vous revoir bientôt. Je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui vont effectivement passer leur bac bientôt. Ne vous stressez pas, soyez authentiques, enfin,
et le plus sincère possible. Et effectivement, passer à l'action. Ce qui est sûr, c'est que le destin est entre vos mains et il faut faire des choses. C'est-à-dire que, en fait, être artiste, c'est faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas personne et tout d'un coup on est Léonard de Vinci. C'est la production qui fait que, effectivement, voilà, vous construisez votre sensibilité, vos aptitudes, votre agilité petit à petit. Donc c'est vraiment, il faut faire ça un peu comme un sportif, en s'entraînant de manière régulière, avec conviction, et en général, ça marche. Voilà, bonne chance à tous, et puis je l'espère à bientôt. Merci pour vos petits mots, et très bonne soirée.